France, Italy especially, they are trying to achieve and to put in place into the Mediterranean system. But I would push also the Moroccan government to see this possibility also for these countries, because this will help quite a lot, not the ship owners, but this will help the truck, the operators, having a kind of subsidies that to be around 20-25% of the cost of the maritime traffic. And this is helping because in a very natural way, the operators, the industries, they can use whoever they like. But this is helping very much this kind of motorways of the sea systems, and also is helping very much the trailerization process as well. Here we can have a snapshot, but an idea of what we are doing, all the connections. I would say that, okay, from Casa, but especially from Tangier, and from all these Nordic countries, we have an expansion every year. I think that we do have, not only as Confitarma, the Italian shipping industry, but all the ship owners that you have today in Morocco, I think they should try anyway to work to a renewal fleet. This is very important. It's not only important because it's a giving point to the industries that we are investing. 27 billion euros is what we invest in Italy, Confitarma, the shipping industry, in the last 10 years. And I have to say that today we have one of the younger fleet in Italy all over the world. But this is an exercise that really should be made also for the Morocco, because Morocco needs a super fleets. Morocco needs a sustainable investment for the future. We should stop to work with, let's say, unsustainable, very old vessel, not safe at all. Because this would anyway, unfortunately, give a bad image of the countries. Today, of course, it's very easy. Everybody knows that 60% of all the market is Spain, or is going directly to Spain. Then, of course, it's followed by France. Then you have UAE, Portugal, and all over. I am quite sure that if we try to expand more and more the maritime traffic, I'm quite sure that the market will grow. The market will grow. Why? Because I think that we should try to see the opportunity for the EU in the Maghreb system, but especially in Morocco, because here you have a very good and safe politician situation. This is something known, everybody knows, that although the other Arab countries, the other North Arabic countries, they have suffered a big politician crime crisis, in Morocco you don't have this. So we in Italy, we are trying to see with the industries, with the oil industry, but especially with the car manufacturer as well, new possibilities. And I think I would really suggest to all the EU to see Morocco as a great opportunity. Well, we in Italy, we have launched a new kind of project, which is called the Long Bridge. We used to sell a kind of big ticket, long ticket, from Greece and Turkey to Spain and Portugal. This has been a very fantastic exercise. Why? Because before, a lot of goods were moved by land from the Balkans to Spain and Portugal. We have been so good in the last year to sell with this kind of long bridge a new idea, a new opportunity, a new systems that the Spanish industries, the big companies like Inditex, Massimo Dutti and Zara, now they are using this kind of new, how you say, a kind of new way, which is from Barcelona to Rome, then from Rome to Brindisi, then from Brindisi to Greece. What do I mean is, instead of going 6 days by land
Today, we have been so good to transfer this in 2 days and a half, costing something like 30% less. Why I'm saying all this? Because I was thinking this morning, what can we suggest to the Moroccan entrepreneurs, either to the Moroccan industries? We should try, as a maritime industries, to see new opportunities. For example, you are a big countries which you produce a lot of fresh goods, which then the final markets, not crisis depending like Russia, but is Finland, Russia, Sweden. So how can we achieve this market with a less reduction cost, with less pollution, and in a more sustainable situation? Like a new long bridge, for example. We can sell from Tangier to Russia, from Tangier to Finland, from Tangier to Sweden, one ticket. And this really will allow you to have a 30% discount in terms of overall cost. And I think that is a good help also to the Moroccan industry, how to think and grow for the next years. Anyway, as an Italian, proud to be Italian, I have to say that for my first time in my life, really, I would like to be in the, let's say, Moroccan authorities, because you really did a fantastic job. What you did in this country, but what you did in this port, it's something really unbelievable. Congratulations. Thank you very much, Guido. Je crois qu'on pourrait que le remercier parce qu'il a fait vraiment la promotion du Maroc. On n'aurait pas fait mieux que l'agence d'investissement marocain n'aurait pas mieux fait de dire aux investisseurs, venez investir au Maroc. Le Maroc, c'est un pays d'investissement, vous êtes les bienvenus. Merci Guido pour tes sentiments pour le Maroc, pour tout ce que tu as dit. J'espère que tu seras un bon entendeur et que tu demanderas à l'association des investisseurs italiens de venir au Maroc et investir dans tout notre destin plein. Je passe la parole à mon ami Daoud Maouli qui va développer ce système d'assurance. Bonjour mesdames, messieurs. Il peut paraître un peu tiré par les cheveux que je n'ai pas d'associer l'effectivité ou la non-effectivité des conventions internationales avec les assurances maritimes en Afrique. Le lien n'est pas évident et pourtant il est quasi filial. Il est impossible à rompre parce que, en fait, les garanties offertes par le marché des assurances maritimes sont quoi? Elles portent sur les assurances des marchandises, appelées en droit français l'assurance maritime sur faculté, sur la responsabilité civile de l'affréteur du navire, sur les assurances sur corps de navire, qu'ils soient de pêche ou de commerce, ou encore la responsabilité civile de l'armateur en général qui est délivrée par les Protection and Indemnity Club, mais aussi certaines compagnies à prime fixe, et enfin le offshore sur l'énergie. Ces polices peuvent être quelquefois complétées par des garanties risques de guerre, y compris piraterie, émeutes, mouvements populaires et terrorisme. Il y a le volet aussi de défense juridique qu'on appelle communément le FDD, ou encore la garantie Cargo Owner Legal Liability, ce qui est en général demandé et requise par les propriétaires de cargaisons polluantes comme le pétrole et ses dérivés. L'ensemble de ces garanties fait référence d'une manière systématique, directement ou indirectement aux réglementations internationales, aux conventions de l'OMI, faisant du marché des assurances un allié objectif de l'application effective des conventions. Mais cela, vous le savez, en tant que président des PNI marocains. Elles ont été toutes citées par les différents intervenants. On va juste rappeler leurs titres: la Banco Oil, la Civil Liability Convention, la Fond Protocol de 2003, la SOLAS, la STCW ou l'International Labour Organization. Il s'agit d'une liste non exhaustive de conventions internationales auxquelles se réfèrent les assureurs maritimes.
Les assureurs sont des alliés objectifs, comme je le disais tout à l'heure, pour une application effective. Le respect de ces conventions peut être exigé, sinon le risque est rejeté. On verra à cette occasion si le marché africain des assurances maritimes exige dans ces législations ou conditions générales une référence aux conventions précitées. Donc on va d'abord aborder l'aspect législatif et réglementaire des assurances maritimes en Afrique. Là, on arrive à une situation très gênante pour moi qui suis d'origine africaine et qui travaille sur le marché international. Certains pays utilisent encore les polices françaises d'assurance maritime sur faculté de 1944 pour les marchandises et de 1941 pour les corps de navires. Il n'y a pas à proprement parler de convention ou de loi africaine régissant récemment les assurances maritimes de façon complète et exhaustive. L'Afrique a donc omis ce qu'elle avait revendiqué, parce que là, on va faire un petit retour en arrière sur la période des années 70-80, avec ce qu'on appelle le nouvel ordre économique international, qui a, du point de vue maritime, apporté la conférence des 40-40-20, qui est un vieux souvenir, qui a été à l'occasion de la création de ces compagnies maritimes nationales qui ont disparu, et comme vient de le dire, mais aussi dans le domaine des assurances, un travail formidable qui a été fait pendant 2 décennies par la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement, qui sont des clauses types qui ont été finalement stabilisées dans leur version finale en 1989, et je ne connais pas un seul pays d'Afrique qui s'en est inspiré pour fonder une législation ou bâtir des conditions générales. C'est un travail commun, c'est un travail, je dirais presque un bien commun de l'humanité, parce que l'ensemble des pays y ont participé. Les Anglais ont été plus rapides que tout le monde, ils étaient déjà dans les commissions, et dès 1982, ils ont sorti leur nouvelle police. Les Français vont suivre le 30 juin 1983. L'Afrique n'a jusqu'à présent ne s'est pas servi de ces clauses pour bâtir quelque chose. Il a plus servi au marché international pour simplifier les règles, pour les rendre plus lisibles pour le non-initié à l'assurance et plus pratiques et fonctionnels. Ces pays qui en ont profité, comme l'Angleterre, comme la France, continuent jusqu'à 2009 à modifier encore leur clausier pour l'adapter aux risques maritimes aujourd'hui, qui quelquefois peuvent démarrer en entrepôt départ ou finir en entrepôt arrivé, avec ce qu'on appelle la transit clause. Alors, pour résumer en histoire, il faut se référer à une résolution portant le numéro 13 des Nations Unies, qui a été très précise quant à l'objectif pour les pays du tiers-monde, dont l'Afrique, c'est créer et renforcer les marchés nationaux d'assurance en vue de contribuer à la croissance de l'économie de ces pays ainsi qu'à l'amélioration de leur balance de paiement. L'Assemblée générale des Nations Unies, dans une résolution portant la référence S6 du 1er mai 1974, a posé comme principe que parmi les éléments fondamentaux du nouvel ordre économique international dans le domaine des assurances, l'organisation dans chaque pays en développement d'un marché d'assurance capable d'offrir sur place la couverture de la majorité des risques assurables dans le pays considéré. L'Afrique en a retenu quand même quelque chose. Elle a créé des marchés. Certes, ça a été des expériences amères pour certains, notamment pour les sociétés monopolistiques d'État, ou des sociétés qui ont été spécialisées et orientées vers certains produits comme la MACI, la Mutuelle Agricole de Côte d'Ivoire, qui était en charge de la couverture des produits agricoles de la Côte d'Ivoire, dont le cacao, qui aujourd'hui, le tonnage doit représenter 1,7 million. Le Ghana, 800 000, qui cherche à faire le million bientôt. Tous ces produits aujourd'hui sont transportés
est assurée par les marchés internationaux. Ces échecs, on peut citer d'autres pays encore. Donc l'Afrique a retenu qu'il faut doter les pays de marché de sociétés d'assurance. Certains, comme le Maroc, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ont admis la présence d'assureurs étrangers. Mais reste un gros problème, c'est que les sociétés d'assurance africaines sont sous-capitalisées. Quand on regarde un navire qui transporte 35 000 tonnes ou 40 000 tonnes de riz avec une valeur de 35 millions de dollars et le navire lui-même coûte une quinzaine ou une vingtaine ou une trentaine, il est très difficile de trouver un assureur africain capable de prendre le risque. Pour les zones consommatrices de riz, j'entends. Pas de contrôle des marges minimum de solvabilité des compagnies d'assurance dans beaucoup de pays, à part l'Afrique du Sud, la zone ciment et le Maroc qui, à travers le Code de 2002, a mis en place certaines modalités de contrôle. Mais d'une façon générale, et là il ne s'agit pas de considérer que le Maroc et l'Afrique du Sud, qui sont les deux pays des extrêmes du continent qui ont le plus fort taux de pénétration en assurance, ne font pas partie de cet ensemble africain qui doivent partager avec les autres, mais il y a lieu de capitaliser d'abord les sociétés et ensuite passer au système législatif et réglementaire commun. Pour vous donner une idée, l'encaissement mondial en marine, il est de 32 milliards, dont le transport représente 25%, le navire 53% et le offshore ne représente que 15%. Quelle est la part de l'Afrique? Elle est de 3%, soit à peu près 1,1 milliard de dollars pour l'exercice 2013. Ça, ce sont les chiffres de l'International Union of Marine Insurance. Le volume pour le corps de navire, le volume ici pour les facultés encaissées, qui est de 18 milliards dans le global. Alors, outre la création des sociétés d'assurance nationale, sous-capitalisées, comme on a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Sur demande de la Banque mondiale quelquefois pour lutter contre l'évasion des devises, il a été mis dans la plupart des pays africains une disposition qui s'appelle l'assurance locale obligatoire à l'importation. Elle vise à interdire l'assurance de toute marchandise importée au Maroc, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, etc. Pourquoi? Il y avait certains aspects qui étaient appelés à l'époque les aspects invisibles du commerce extérieur, qui étaient composés du fret et de l'assurance, et quelquefois de la manutention, qu'on ne voyait pas réellement, et on n'arrivait pas à individualiser dans le coût de la marchandise, et ça continuait à coûter quand même à l'Afrique l'achat des devises pour pouvoir acheter un service qu'elle pouvait fournir à travers le transport et à travers l'assurance. L'idée était séduisante et de bon sens, elle est même légitime. Mais il y avait une insuffisance, et il y a toujours, et je crois que c'est monsieur qui l'avait dit lors de son intervention, le problème est un problème de formation des hommes. Et tant que cette formation n'est pas faite, vous pouvez toujours capitaliser, mais le risque reste là, parce que l'incompétence ne donne pas de sécurité à la marchandise ni au navire. Transformation des sociétés, ce qui va conduire à quoi? En fait, ça va amener des primes, ça va provoquer des contre-réactions du marché international, et notamment des négociants vendeurs à l'Afrique, mais aussi ça va transformer les sociétés d'assurance qui n'ont pas de capacité de rétention à cause de leur faible capacité financière. Elle va en faire tout simplement ce qu'on appelle des courtiers de réassurance.
ne pouvant pas prendre 1% d'un risque de 40 millions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout rejeter vers la réassurance pour percevoir une commission et surveiller un peu le risque dans le pays pour le réassureur, mais eux-mêmes ne retiendront pas, il n'y a pas de rétention, ce qu'on appelle la part retenue dans le pays par la société d'assurance. Donc, autrement dit, on a voulu mettre une barrière qui est l'assurance locale obligatoire à l'importation pour pouvoir éviter une sortie de devises par la porte, mais en fait, elle s'évapore verticalement par le toit, par le jeu de la réassurance. Certains vont instituer des cessions légales au profit du réassureur continental qui est Africaré, je vais y revenir. Mais les conséquences vont être quoi? Le marché international a réagi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes négociant et votre client marocain ou mauritanien a perdu 15 millions parce que l'assureur local n'a pas voulu payer, le négociant, il perd en même temps une source de revenus qui est ce client. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre en place? Soit une contre-assurance, soit une assurance de substitution. Autrement dit, on va lui racheter son certificat d'assurance locale, on lui donne un certificat de chez nous, et en cas de sinistre, on lui règle et on lui demande de présenter la réclamation et la documentation qui l'accompagne auprès de l'assureur local, en espérant qu'un jour, il sera payé. Mais la pratique la plus courante aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la contingency, qui est très légale. Elle consiste à dire quoi? Le négociant international va vous vendre à partir de Dubaï, Singapour, Genève ou Londres sa marchandise. Il va dire, moi je veux une couverture contingency. Mon acheteur, son assureur, peut ne pas le payer. Ma facture peut être coupée en 2 ou en 3 ou en 10. Et je peux redevenir propriétaire de la marchandise parce que le client l'a rejeté parce que avarié et il sait qu'il ne sera pas payé par son assureur local. Alors, c'est une couverture automatique dans le cadre d'une police d'abonnement. Dès lors que cette situation se présente, il ouvre le parapluie parce qu'il pleut et on appelle une prime normale de voyage et on l'indemnise par conséquent des pertes qu'il a subies. Donc c'est une couverture dormante, c'est un parapluie, vous l'ouvrez quand il pleut. Quel que soit le choix de l'une ou l'autre formule, on aboutit à surcharger le coût de la marchandise parce que s'ajoute à la prime locale au Maroc ou en Mauritanie ou au Sénégal, la prime du trader au titre de la contingency ou d'une substitution ou d'une contre-assurance. Alors, quelles sont les perspectives? Sous-capitalisé, on a mis, à mon avis, la charrue avant les bœufs. Ou alors, les réassureurs ou certaines organisations ont vu que le plus grand besoin aujourd'hui de l'Afrique, ou depuis 2 décennies, c'est d'avoir une réassurance solide pour les marchés africains. Et à l'initiative de la BAD, qui est la Banque africaine de développement, il a été institué Africaré. Africaré, c'est aujourd'hui un des meilleurs réassureurs du monde et le numéro 1 en Afrique. Il est raté par Standard & Poor's et AM Best A. Donc, à mon avis, il faut s'acheminer vers comment Africaré a été organisé avec des bureaux régionaux et créer quelque chose de maritime avec l'aide d'Africaré, avec l'aide de Sicaré, en espérant que le pool marocain souhaité par l'Union du Maghreb arabe le 5 mai 2011, les gens avaient senti les participations, cette nécessité, parce qu'ils prônaient, dès cette réunion-là, la mise en place d'un closier et de lois communes en matière d'assurance aérienne et transport. Malheureusement, ça a été un vœu pieux
et je crois que je n'ai pas besoin d'expliquer les raisons. Mais ceux qui veulent avancer dans les pays du Maghreb doivent mettre les moyens en commun pour bâtir quelque chose pour l'avenir. Les autres rejoindront peut-être un jour, Inch'Allah, ou continueront leur route tout seuls, ou s'en inspireront. Donc, les clauses de la Cluset peuvent bien servir de base, les clauses de 89, pour légiférer, avoir une loi, pour bâtir des conditions générales. Ça peut se faire par voie continentale, ce n'est pas impossible, c'est réalisable. Elle peut se faire aussi, c'est la voie que je privilégierai plutôt, sur la base régionale. La réassurance, comme on a vu, elle se fait très bien et ça marche. Pourquoi? Parce que ce sont des réassureurs qui ne sont pas liés à un État. C'est l'ensemble des États avec des organes neutres. Et aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un dans la zone CIMA, attention, il y a les contrôleurs de la zone CIMA qui arrivent, l'assureur, il n'est pas content. Parce qu'il sait que le contrôle sera rigoureux. Ce n'est pas l'État qui va donner une faveur, c'est un organisme supranational et ça permet une certaine neutralité. Alors très rapidement, pour dire que Africaré a été créé en 1976 à l'initiative de la Banque africaine de développement. En 2001 déjà, elle était capitalisée à 100 millions. Aujourd'hui, elle est autorisée à monter son capital à 500 millions de dollars. Il y a déjà 294 millions de dollars qui ont été libérés à fin 2013. Elle a des fonds propres de 677 millions de dollars, un rating A et un chiffre d'affaires 2013 de 670 millions de dollars avec un bénéfice de 85 millions de dollars. Voilà quelques chiffres pour ceux que ça intéresse. Et il y a maintenant deux organisations régionales, une pour l'Afrique australe et orientale qui est la ZEPRE. Sa capitalisation avec la participation de la banque, la BAD, qui a monté, a ajouté 4 millions de dollars de plus de parts de shareholding, d'actions dans la compagnie. À la dernière réunion de 2014 à Tunis, elle est passée à 100 millions de dollars. Il y a Africaré qui concerne la zone du franc CFA qui a créé deux choses très importantes, un code des affaires, le code du commerce, donc celui de l'OADA, mais aussi les règles communes de 14 pays en matière d'assurance avec un contrôle supranational appelé la zone CIMA. Et la zone CIMA a elle aussi son propre réassureur qui est SICARE. Voilà, on va y passer rapidement. Les objectifs de la SICARE, c'était renforcer les coopérations dans le domaine des assurances, développer les organismes d'assurance et de réassurance opérant dans les pays membres, favoriser l'investissement au profit de l'économie des pays et de la région, former les cadres et techniciens, créer des structures communes, une législation unique pour harmoniser les lois et règlements relatifs aux opérations d'assurance et de réassurance. Mais encore une fois, le code CIMA ne légifère pas en matière d'assurance maritime. Donc on voit à travers cet exposé que le cadre législatif, réglementaire et contractuel pour les assurances maritimes reste à faire. J'espère que le Maroc, l'ONU lanceront un appel à l'Afrique, ou au moins au Maghreb, pour ce faire. L'Afrique a choisi de développer plutôt la réassurance en raison des besoins des sociétés d'assurance qui se retrouvent coiffées d'un dôme en or, en oubliant de commencer par poser les fondations en matière d'assurance maritime. Wa shukran lakum wa salam alaykum. Merci mon ami Daoud, je pense que c'était technique, mais je pense qu'il a pu vulgariser les choses pour être un petit peu abordable. Il vous a surtout montré que les conventions de l'OMI peuvent être assurables. C'est-à-dire quand l'armateur ou le pays adhère à une convention, il peut assurer les risques
qui découle de cette convention. Je pense que c'est très important que les assureurs suivent un peu les conventions de l'OMI. Ils peuvent donner l'assurance aux armateurs et aux pays qui ratifient cette convention. Donc c'est une protection de plus qui est donnée, que ce soit par le Blue Card, on en parle de pas mal de choses. Il a parlé aussi il a regretté que l'Afrique suit toujours 41, 44 les polices françaises, surtout partout, alors qu'il y a le modèle CNUSED, dont j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler parce que à ce moment-là, je gérais ce département à la CNUSED, et les Africains étaient présents. Je vous assure que les délégations africaines étaient actives, étaient présentes. Le Maroc était représenté par une délégation de chargeurs et d'assureurs, mais après qu'on a terminé ce travail, personne n'a ratifié, personne n'a fait. Moi, je pense qu'un jour, il arrivera qu'on ratifiera. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour votre patience. Si vous permettez, nous avons à peu près 10 à 15 minutes de débat, au cas où vous voulez poser des questions à nos valeureux exposants. Si vous avez des questions, ils sont ouverts. Oui, voilà, une question ici. Est-ce qu'on peut avoir les micros des filles? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser la question à Monsieur Guido. Ça va être très rapide. Did you ever study the limit when driving at sea will be the same length when we drive in cities with the horrible congestion in the red lights and other things? I mean, is there any limit, or you just navigate like this? And one day we can try to find solution to avoid the accidents. Voilà. Thank you. Is it working? Yes. Between Italy and Spain, just to give you an example, some years ago, there were something like 500,000 trucks moved per year. Today, most of them are shipped by vessel. What does it mean? It means that, of course, although it's normal that the last miles, the last kilometers should be always done by the truck to maybe Italy, either Barcelona, you can travel directly with the vessel. This, of course, will instead of going through all the Spain motorways, they will for sure avoid a lot of accidents. So, in my speech, the idea was we have to try as much as we can to reduce the number of driving, of trackers, of hauliers in the streets, in the road, in the motorways, and very, very, let's say, close to the towns. So the point is, instead, limits or not limits, is not this the question, it's the number of tracks. If we can avoid a lot of tracks going into the town, passing through the town, which is the problem, for example, between Italy and Spain to France, which is the problem, for example, going to Barcelona, to Valencia, that you have one road, this, of course, will reduce a lot the congestions, a lot the incidents. So more than the limits, more than the problems of tickets and stuff like that, is the number of tracks that we have to avoid on the motorways. Thank you, Guido. Je pense que c'est très important parce que quand on parlait de l'environnement marin et des navires, ça décongestionne et ça, je pense que c'est une très bonne initiative de faire ces autoroutes de la mer pour un petit peu décongestionner. Et la route, tout à l'heure, elle a donné l'exemple, au lieu d'avoir un transit time de 6 jours, maintenant on fait un transit time de 2 jours et demi pour atteindre certains ports grâce aux autoroutes de la mer et grâce à la combinaison route-mer. La question, monsieur. Prenez le micro. Vous m'entendez là? Yes.
Concernant pourquoi il n'y a pas de convention contraignante en matière d'assurance maritime, il y a eu beaucoup de lobbying et si à l'époque j'en avais voulu à la position occidentale concernant le caractère non contraignant, aujourd'hui j'en reviens parce qu'on a toujours besoin en fait de s'adapter au transport maritime, aux circonstances du risque, etc. Et Dieu merci, elles ne sont pas contraignantes, mais elles sont recommandées. Elles disent, n'acceptez pas des clauses sur le retard ou sur la piraterie ou sur tel autre événement qui ne soient pas formulées avec l'une de ces 2 ou 3 options. Elles proposent, elles suggèrent, mais elles donnent une base légale. À vous de la suivre ou de ne pas la suivre. Mais si on la rend contraignante, c'est très difficile pour les changer et suivre l'évolution de manière souple et adaptée. Ça, c'est la première. La deuxième chose, j'aimerais ajouter là-dessus que la police française et la police anglaise, surtout, ne sont en fait que des reflets des travaux de la CNUSED. Si vous les empruntez ou vous vous en servez, ce n'est pas faire œuvre de coloniser, vous avez pris le bien commun de l'humanité qui a été fait par l'ensemble de ces États de l'époque pour le même. Le rôle maintenant de l'International Group, qui regroupe les principaux PNI et leur intervention là-dedans. Là aussi, il est absolument vrai, mais mon Dieu, qu'attendons-nous? On a créé Africaré, pourquoi ne pas créer Africa PNI? Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi se plaindre? Pourquoi toujours se plaindre? On a les moyens, il y a les techniciens et il y a l'argent. Vous savez qui assure la plus haute tour du monde? Burj Khalifa ou Dubai Mall? C'est un assureur de là-bas. C'est un man insurance. Pourquoi nous, on ne peut pas créer ici, dans le Maghreb ou dans d'autres zones d'Afrique, des assureurs? Le Nigeria, avec 200 millions d'habitants, riche comme Crésus, à lui seul peut créer 2 Africarés ou 3. Pourquoi rien n'est fait? L'Afrique du Sud a les personnels qualifiés, a les capitaux et a les moyens historiques de créer un PNI. Ce n'est pas fait. Donc on ne peut pas en vouloir au PNI la place de Londres, et heureusement que la place de Londres existe pour les assurances, pas pour les structures, parce qu'ils sont géniaux, mais il faut que l'Afrique se dote de PNI panafricains ou sous-régionaux capables de rivaliser et d'offrir les garanties nécessaires aux flottes africaines. Mais il pas à faire quelque chose, alors imaginez comme ça. Sur le continent, il n'y aurait personne qui sera remboursé, ce sera la catastrophe. Il vaut mieux laisser ça à l'international, rester dans l'international, c'est beaucoup mieux. Et le maritime, c'est international. C'est très bien d'avoir la fibre africaine, mais dans les affaires business, c'est business, il faut avoir un petit peu des groupes internationaux qui coiffent tout le monde. On a fait cette expérience, on a fait des études il y a 30 ans, 40 ans, et j'espère que ça, on arrivera un jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions actuellement pour nos... Sinon, avec l'accord de mon ami Mustafa Mellouk. By incorporating the register in what is called the Malta Maritime Authority, which is a government authority but it had its own way of hiring, firing and also operating in a more easy way than under a government department. In that way we could immediately and in a short time build an administration infrastructure which could cope with this increase. Of course, there was damage which was done, but there was time until it was corrected. One way how also we dealt with this, and with the second part of the question, post-state control, is by the setting up of a very comprehensive system of flex-tail inspections. Our own inspectors all over the world were going on our ships, reporting directly to the administration in Malta on their findings, so that
corrective action could be taken immediately and you don't have to wait for a post-control inspection. One interesting thing which we did at the time was that the inspections were funded completely by the administration, in the belief that that was our responsibility. Although the owner has a responsibility to maintain the shipping with order, it is also the responsibility of the authority to ensure that that is being maintained, and so it was funded completely by the Flag State Administration. Of course, if corrective action had to be taken, and that had to be verified by further inspections, then the other inspections were paid for by the owner. To the flag, never to the inspector. So it was a combination of flag state inspection and increase in the competent staff in the administration who are following up on all detentions, on all inspections, not necessarily detentions, which were done both by the flag state inspectors and by the post state control inspectors, which also by a more sifting on the type of ships that we were registering. All this together with other measures brought down the number of ships which had problems, brought down the number of detentions, so that Malta took progress in a very short time from the blacklist, we were on the blacklist, no two ways about it, to the whitelist, and in the whitelist continuously going up and going up. Je pense que nous allons remercier Sim El-Gaoui pour sa modération et bien entendu dire merci à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour son appréciation du travail qui a été réalisé par le Maroc et sur l'exemple donné quant à l'expérience maltaise qui a permis d'être beaucoup plus sur mer que sur terre, ce qui est important. Grâce à une vision, une stratégie, une démarche, une rigueur, une vision orientée vers la demande internationale. Pas de mots pour M. Grimaldi, qui est fier d'être italien, mais qui a souhaité être marocain. Je pense que nous sommes marocains et fiers de l'être. Et je pense qu'avec les mots qu'il a exprimés, au-delà des problématiques sectorielles que nous avons à gérer, au-delà des enjeux qui peuvent être des enjeux de décollage, de démarrage, de développement, il y a la vision des professionnels et qui voient dans le Maroc un pays qui décolle et qui a toutes les potentialités grâce à un travail de base qui a été fait au niveau de ses infrastructures, au niveau de son développement. Maintenant, il faudra revenir plus souvent, M. Grimaldi, avec votre flotte et celle des flottes italiennes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voudront échanger avec vous, développer des business, imaginer ces routes et ces autoroutes. On en construit beaucoup au Maroc sur terre. On serait prêt à en construire d'abord en Méditerranée puis vers l'Atlantique. Ça va être un peu plus difficile, mais d'abord en Méditerranée. Je suis persuadé que vous allez avoir une audience assez rapide. Il y a probablement des gens qui voudront vous parler, échanger avec vous. Et je pense que vous tenez ça de votre père. Et je pense qu'on dit souvent dans notre pays que cette feuille vient de cette branche. Voilà. Monsieur Meïlé Daoud, on a perçu votre passion africaine, votre engagement pour l'Afrique et pour le développement de mécanismes qui soient en auto-développement et qu'il y avait une capacité à pouvoir gérer, puisque l'argent est là, il faut des visions, il faut des politiques. Et je pense qu'aujourd'hui, sans être africains, soyons mondiaux, ça a été précisé, mais effectivement, sortons du carcan traditionnel du constat du rapport de force qui peut exister. Il y a des analyses, il y a des expertises, la vôtre est très précieuse et je pense qu'à partir de là, il peut y avoir des décollages et des réflexions. Ce que je vous propose, on aurait pu enchaîner jusqu'à la cérémonie, mais je pense que ce que je vais vous proposer, c'est de vous détendre un petit peu, pas beaucoup. On va se prendre à peu près 10-15 minutes pour ceux qui ont envie de respirer un petit peu et se détendre. La cérémonie de clôture va démarrer de manière très précise à 17h. Donc si vous voulez bien, on se retrouve ici dans 15 minutes, ce qui nous permettra de terminer tôt et de vous permettre enfin de profiter de Tanger, de sa corniche et de ses plages. Merci beaucoup et à tout à l'heure dans 15 minutes précises. Toshiki Sakurai أن يتفضل أيضا إلى المنبر.
وأطلب من السيد الوزير أن يتقدم السيد بوليث أن يتقدم أيضا، وأخيرا السيد محمد الطنجي. ولقراءة هذا الإعلان كما قلت سأطلب من السيد محمد الطنجي أن يتقدم سفير، والسيد محمد الطنجي كان سفير لصاحب الجلالة سابقا ولا سيما في دول بحرية اليابان، كندا والفلبين، وهو أيضا منسق اللجنة العلمية لهذه التظاهرة تحت إشراف السيد الوزير الكاتب العام للحكومة السيد إدريس الضحاك. فالكلمة لكم السيد الطنجي لقراءة إعلان طنجة المتعلق بالتطبيق الفعلي لمعاهدة المنظمة البحرية الدولية، فتفضلوا مشكورا. Monsieur le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables et distingués invités et participants, Mesdames et Messieurs, avant de vous lire la déclaration, je vais d'abord en faire une petite présentation en vous disant ce qui suit. À travers son histoire millénaire, qui vous a été relatée de manière brillante hier par Monsieur le ministre Idriss Dahak, secrétaire général du gouvernement, et encore ce matin par Madame le professeur Bahija Simo, directrice des archives royales, la ville de Tanger s'est distinguée par une longue tradition d'ouverture internationale et maritime. Aussi, cette ville, et à travers elle tout le royaume du Maroc, est honoré d'avoir été choisi par l'Organisation maritime internationale et l'ensemble de ses États membres pour accueillir la célébration 2014 de l'événement parallèle de la Journée mondiale de la mer. De ce fait, Tanger porte en ses jours le titre bien mérité de capitale mondiale du maritime. Ce titre est d'autant plus mérité que pour célébrer cette journée, Tanger est le témoin de 3 grandes innovations en la matière. En premier lieu, le déploiement, pour la première fois, comme l'a signalé le secrétaire général de l'OMI, le déploiement pour la première fois de l'histoire du pavillon de la Journée mondiale de la mer. Deuxièmement, l'organisation d'un séminaire scientifique d'une grande teneur pendant 2 jours sur un thème vital pour l'accomplissement des nobles missions de l'OMI que représente l'application efficace de ces conventions. Et en troisième lieu, l'adoption d'une déclaration qui couronne les travaux du séminaire scientifique et représente le feu d'artifice de la clôture de notre rencontre, dont les résultats se devaient d'être dignes du haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, dont ils ont été honorés. Ces innovations de la manifestation internationale de haut niveau que nous avons vécues ensemble offrent l'opportunité de porter des messages de paix et de coopération à la communauté internationale maritime, au fin d'assurer avec encore plus de détermination l'application effective des conventions de l'OMI pour une navigation plus sûre et des océans plus propres en tant que fondement du développement durable du secteur maritime. La déclaration de Tanger, que je vais avoir l'honneur et le privilège de vous lire, met particulièrement l'accent sur des éléments juridiques fondamentaux du droit maritime international conventionnel. Mais elle avance également
des principes de coopération internationale, entendus au sens le plus large, multilatéral, régional, voire sous-régional, afin de permettre aux États moins développés de participer efficacement à l'application des conventions pertinentes du secteur maritime concernant la protection des océans qui ignorent les frontières et la préservation du milieu marin, qui implique une coopération différenciée permettant à tous les États, quel que soit leur stade de développement, d'y participer dans l'esprit de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La déclaration de Tanger propose à la communauté internationale maritime de promouvoir 15 actions prioritaires s'inscrivant dans une approche globale de la sécurité maritime dans ses dimensions complémentaires, écologiques, économiques et politiques. Dans cette perspective d'une approche globale à la sécurité maritime et non seulement sectorisée, impliquant une application effective des instruments internationaux pertinents et en premier chef les conventions de l'Organisation maritime internationale, ces 15 actions de la déclaration s'articulent autour des 3 grands axes suivants, garants de la réussite de la politique maritime mondiale. En premier lieu, le renforcement des actions de l'OMI et des organisations internationales agissant dans le secteur maritime aux fins de sécuriser encore davantage les mers et les océans face à de nouvelles menaces de pollution du milieu marin et la multiplicité des actes de piraterie. Deuxièmement, la mise en place de mécanismes adéquats de coopération solidaire entre États développés et États en développement, tant dans le cadre multilatéral et par excellence celui de l'OMI, que dans les relations bilatérales, régionales et sous-régionales. Troisièmement, la promotion de nouvelles formes de coopération à l'égard des pays en développement, qu'ils soient côtiers ou sans littoral, afin qu'ils puissent mieux participer à la protection, mais aussi à l'exploitation du patrimoine maritime et de ses ressources, vecteur d'un développement économique et social, tout à la fois solidaire et durable. Plus largement, l'esprit et le contenu de la déclaration de Tanger visent à faire des espaces maritimes à travers le monde des lieux privilégiés de coopération mutuellement bénéfiques, ayant pour objectif la prospérité équitable de tous les États et le bien-être de leur peuple. Sur la base de cet exposé des motifs, décrivant le sens et la portée internationale de la déclaration de Tanger, j'ai maintenant l'honneur et le privilège de vous donner lecture de la dite déclaration, résultant de travaux menés par un groupe d'experts juridiques maritimes nationaux et internationaux reconnus, de concert avec les parties intéressées et surtout, mesdames et messieurs, reflétant les grandes préoccupations exprimées dans vos présentations et vos débats lors de nos rencontres au cours des 2 derniers jours ici à Tanger. La déclaration. Les participants réunis à Tanger du 27 au 28 octobre 2014 à l'aimable invitation du gouvernement du Royaume du Maroc pour célébrer l'événement parallèle de la Journée mondiale de la mer 2014, instituée par l'Organisation maritime internationale en 2005 et dont le thème de cette année est les conventions de l'Organisation maritime internationale pour une application efficace. Tenant compte de l'appel solennel lancé à l'ensemble des États de la communauté internationale par le secrétaire général de l'OMI à l'occasion de la Journée mondiale de la mer 2014 pour qu'il ratifie, adhère et applique de manière effective les conventions de l'OMI, dont certaines sont déjà entrées en vigueur et d'autres requièrent encore des ratifications et des adhésions pour entrer en vigueur. Faisant une référence particulière à la nécessité d'accélérer l'entrée en vigueur et la mise en œuvre efficace de certaines conventions clés de l'OMI, dont
la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments de navires de 2004, la Convention de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, le protocole de 2010 de la Convention sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, l'accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du protocole de Torremolinos de 1993. Conscient du rôle fondamental pour le développement durable et équitable du secteur maritime que peut jouer la mise en œuvre effective des conventions de l'OMI et les autres conventions internationales pertinentes pour garantir la sécurité et la sûreté de la navigation, la protection de l'environnement marin et de ses ressources contre les risques de pollution, et pour déterminer, le cas échéant, les responsabilités et les indemnisations pour les dommages causés à l'environnement marin et côtier et leurs ressources. Constatant le fait que les normes édictées par les conventions maritimes internationales s'appliquent uniformément à des États connaissant des stades de développement économique et technologique différents, et que de ce fait, certains pays en développement peuvent rencontrer des difficultés à appliquer effectivement ces normes et à remplir leurs obligations contractées dans le cadre des dites conventions. Appréciant les efforts déployés par l'OMI et les autres institutions internationales dans le cadre de leur programme de coopération technique pour assister les pays en développement à renforcer leurs capacités pour remplir leurs obligations dans le cadre des conventions maritimes internationales, estimant que les obligations de garantir la sécurité et la sûreté de la navigation maritime à l'échelon mondial et la protection de l'environnement marin et de ses ressources doivent être remplies par l'ensemble des États dans un esprit de partenariat équitable et de solidarité effective entre pays de niveaux économiques et technologiques différents. Déclarant qu'afin d'assurer une application efficace des conventions de l'OMI et autres instruments internationaux visant le développement durable du secteur maritime et sa contribution au bien-être et à la prospérité de l'ensemble des pays de manière équitable, il y a lieu notamment de promouvoir et de développer les actions suivantes. 1. Accentuer la coopération technique et législative de l'OMI en faveur des pays en développement aux fins de renforcer leur capacité d'appliquer de manière effective et efficace les conventions de l'OMI. Promouvoir et renforcer la nécessaire coopération solidaire entre les États membres développés et en développement pour contribuer à une meilleure mise en œuvre des conventions de l'OMI. 3. Assister les pays en développement dans le renforcement de leurs services portuaires, notamment ceux qui contribuent à la mise en œuvre effective des dispositions et normes des conventions de l'OMI auxquelles ils sont partis. 4. Encourager le développement des flottes de transport maritime, battant les pavillons nationaux des pays en développement, tout en veillant à ce que les navires de ces flottes remplissent les normes de sécurité, de formation de leurs équipages et de protection de l'environnement marin prévues par les conventions de l'OMI. 5. Organiser des séminaires régionaux de sensibilisation à la ratification et à la mise en œuvre effective des conventions de l'OMI, particulièrement dans les régions géographiques en développement ou émergentes. 6. Développer davantage les mécanismes de coopération entre l'OMI et les différents programmes régionaux de protection du milieu marin ayant un impact sur le transport maritime. 7. Favoriser l'adoption de mesures appropriées dans le cadre des zones maritimes particulièrement vulnérables promues par l'OMI en apportant une assistance technique aux pays en développement côtier pour l'instauration et la préservation de telles zones. 8.
favoriser les coopérations bilatérales, régionales et multilatérales, incluant les recommandations de l'OMI, aux fins de rendre plus sûre la navigation confrontée à la croissance de la piraterie maritime dans plusieurs régions du globe. 9. Faciliter la coopération entre l'État du pavillon, l'État du port et l'État côtier aux fins de rendre plus sûre la navigation et la protection de l'environnement marin. 10. Favoriser le développement des certifications ports propres et ports sécurité et santé dans le prolongement des initiatives déjà engagées et apporter une assistance technique aux ports de pays en développement désireux d'y accéder, notamment en ce qui concerne la conception, la réalisation et la gestion de leurs complexes portuaires, de leurs ports de commerce, de pêche et de plaisance. Instituer une plus grande coopération entre l'OMI et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en faveur de la modernisation des navires de pêche des pays en développement, notamment en ce qui concerne leur alignement sur les normes de sécurité des conventions de l'OMI. 12. Assister les pays en développement pour faire de leur secteur maritime un véritable levier de développement économique et social, notamment en matière de création d'emplois. 13. Renforcer la coopération nord-sud et sud-sud en matière de recherche et de sauvetage maritime, de prévention et de lutte contre la pollution de l'environnement marin et de ses ressources. 14. Promouvoir une coopération maritime interrégionale, notamment en Afrique, facilitant un développement durable du secteur maritime de ce continent. 15. Mettre en place des mécanismes et procédures nécessaires pour faire des espaces maritimes, au-delà de la juridiction nationale, des espaces de coopération mutuellement bénéfiques et solidaires. Les participants réunis à Tanger, au Royaume du Maroc, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la mer de l'année 2014, Allahu Akbar. L'appel à la prière est de bon augure pour notre déclaration. Dernier paragraphe qui est venu au bon moment. Les participants réunis à Tanger, au Royaume du Maroc, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la mer de l'année 2014, adoptent la présente déclaration et prient Monsieur le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale d'emporter et d'en rapporter l'esprit et le contenu à l'attention de l'ensemble des États membres de l'Organisation maritime internationale. Fait à Tanger, Royaume du Maroc, le 28 octobre 2014. Je vous remercie de votre aimable attention.